Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Alors normalement c'est mis avec un micro. Absolument, le stand de nos amis les buralistes. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Avec 23 500 points de vente répartis sur tout le pays, les buralistes assurent une présence de proximité des métropoles aux zones rurales. Souvent dernier commerce des villages, ils luttent contre l'isolement et le désert commercial, tout en diversifiant leur offre pour répondre aux défis économiques et sociaux contemporains. Jérémy Pézière, buraliste à Grabel dans l'Hérault, bonsoir, merci. Bonsoir. Philippe Valentin, buraliste à la Seine-sur-Mer, bonsoir. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables, jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et avant de commencer, on voulait faire forcément un petit coucou à Éric Brocardi, que vous connaissez bien, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonsoir, merci, bonsoir. Commandant. Merci, Voilà, merci à vous pour l'accueil. Merci d'être avec nous. Un acteur majeur aujourd'hui en France, dans beaucoup de communes en France, avec finalement des pompiers qui veulent se projeter vers l'avenir. Voilà. Mais de toute façon, quand on entend le discours du président de l'Association des maires de France, qui est David Lisnard, il est très clair qu'on ne peut qu'aller dans ce sens-là, d'aller vers une modernité. Quand on est au cœur des buralistes aujourd'hui qui ont su se réinventer, il faut aussi nous que nous nous projetions vers l'avenir et vers le futur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous distribuons le secours. Et pour autant, il faut changer les règles aussi, le sens de circulation pour redonner de l'attractivité aux casernes qui souffrent aujourd'hui d'attractivité, pour trouver de la disponibilité, pour trouver des gens qui veulent s'engager. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 6000 casernes à travers la France, dont 5000 dans la ruralité, qui peinent aujourd'hui à retrouver des services de proximité liés à la santé. Et aujourd'hui, nous avons des compétences en interne dans la caserne. Nous avons des sujets aujourd'hui à aborder dans le sens où nous devons rattacher des vraies missions de service public aussi attachées à la caserne, parce que nous devons profiter des infrastructures, parce que nous devons mettre en commun des moyens, parce que nous devons aussi attirer aussi des nouvelles ressources de financement, parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu, il a évoqué, elles sont épuisées les sources de financement au niveau public, donc il est nécessaire aujourd'hui d'aller trouver des moyens et des méthodes dans d'autres univers pour pouvoir permettre justement de continuer à survivre. Parce qu'on le sait aujourd'hui, une caserne de proximité, c'est ce qui garantit la secours de tout un chacun dans les territoires. Et ça participe aussi, rappel, à la dynamique des centres-villes. La dynamique, et effectivement, quand on se plaint aujourd'hui d'un exode, on veut dire du monde rural vers le citadin, il est évident qu'aujourd'hui, le sujet très clair, c'est comment redonner un sens de service public, comment changer les règles de circulation. Pourquoi pas aujourd'hui d'avoir les victimes qui aillent plutôt vers les casernes plutôt que les casernes se déplacent vers les victimes pour au final parfois arriver dans les urgences et qu'il ne se passe malheureusement pas grand chose parce que c'était bénin. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a des pharmacies en libre service 24 heures sur 24 ouvertes, nous les confions pas aussi en termes de gestion avec des pharmaciens de sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui dans les territoires, qui peuvent assurer aussi ce type de mission, mais aux côtés aussi de personnel pharmaceutique extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui la notion d'équipe, la notion de cohésion va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver des ressources pour finaliser et continuer à ancrer les casernes dans les territoires. Je pense que ça aujourd'hui c'est un enjeu sur lequel la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France se penche. Aujourd'hui la tribune qu'est le Salon des maires est un excellent endroit pour en parler justement, et croyez-moi qu'aujourd'hui l'accueil qu'a fait ce sujet de la caserne du futur par la Fédération nationale a été un accueil assez incroyable. C'est vrai que poussé par Havas, on a structuré notre démarche, on est sur un sujet aujourd'hui, on a 9 points d'accroche très clair sur le sens aujourd'hui de pourquoi s'ouvrir et décloisonner les casernes et en même temps décloisonner les autres services. Je pense qu'aujourd'hui les effets silos, les effets de service et le reste doivent permettre à un moment donné de corréler avec une seule solution, rendre le service au public, à des personnes âgées qui en ont la nécessité. On ne peut plus se permettre d'isoler les gens sous prétexte qu'il n'y a plus de service public. Et nous pouvons être le pivot. Nous portons un uniforme, nous avons les valeurs de la République, nous avons le sens de l'efficacité. Donc forcément, nous devons aujourd'hui rechercher une attractivité qui permettra à son tour d'engager des jeunes qui veulent s'engager pompiers volontaires, qui peuvent aussi avoir une base de gestion, un rôle de gestionnaire, mais surtout de faire venir
d'autres composantes à l'intérieur pour continuer à faire vivre ces services, parce que évidemment tout ne doit pas reposer sur les pompiers, mais nous avons les infrastructures, nous pouvons aider à la réflexion par rapport à ça. Voilà, ce qui est bien avec Éric Brocardier, c'est qu'on n'a pas besoin de poser de questions. C'est ça qui est Non, mais bien. après David Lisnard, c'est obligé d'être comme ça, sinon on perd en audience. Certes, introduction, développement, conclusion. Voilà, comme ça c'est réglé. Restez avec nous, Éric Brocardier, et on va revenir sur ces buralistes. 2300 points de vente, un peu plus. 23 000 points de vente aujourd'hui, avec Philippe Valentin par exemple, buraliste la Seine-sur-Mer. Aujourd'hui, l'importance, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe Coy, l'importance du buraliste au sein des communes en fait. Oui, au sein des communes, des grandes villes comme... Bien à côté de la bouche. Voilà, c'est ça. Ben oui, aujourd'hui, que ce soit dans les grandes villes, dans les villages, aujourd'hui, le buraliste est important. On a besoin de maillage, on a besoin d'être là, comme le disaient les pompiers aussi. Oui. C'est une logique de vie pour porter au plus près de celui qui ne peut pas se déplacer un besoin. Est-ce que aujourd'hui, vous par exemple, vous avez démultiplié, j'imagine comme les autres, des services, qui sont les personnes qui viennent chez vous? Est-ce qu'on reste, comment ça se passe chez vous? Parce que j'imagine que tous les buralistes ont un peu leurs copains, et tous les buralistes ne sont pas faits du même bois, si j'ai envie de dire. Non, après... avec des valeurs communes, voilà, bien sûr. Notre clientèle est une clientèle qui vient de tous bords, de tous horizons. Et qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Alors, on vient chercher du tabac, et des jeux, de la vape, du snacking, des boissons, du café, de la convivialité aussi souvent, parce qu'on est là, on est à l'écoute, d'accord ? Alors dans les grandes villes c'est un peu plus compliqué parce que le buraliste reçoit énormément de demandes, mais oui, il y a un gros trafic. Voilà, mais dans les villages, dans les points les plus retirés, le conseil, le besoin, la demande, la photocopie, comment remplir un dossier, on peut tout faire. Voilà. Après il faut. Voilà. C'est pour ça qu'on vous aime. Absolument. Merci. Laurence Proust, vous êtes buraliste à Sablé-sur-Sarthe. 41% des buralistes exercent dans des communes de moins de 3500 habitants. Est-ce que votre rôle est beaucoup plus important dans la ruralité que dans les grandes agglomérations? Il y en a une pas loin de chez vous qui est Le Mans d'ailleurs. Tout à fait. Actuellement, beaucoup de buralistes sont en ruralité. Il faut savoir qu'en ruralité, on a un petit peu des zones désertiques. Oui. Et le bureau de tabac est souvent le dernier commerce de proximité. Et justement, pour qu'il puisse survivre, ce commerce, il va falloir qu'il se bouge, qu'il met en place le fonds de transformation et qu'il met aussi en place les diverses activités qu'un buraliste puisse proposer pour qu'il puisse survivre. Donc effectivement, il va le devenir multi-commerce et en même temps, il va devenir commerce d'utilité locale. Alors dans le lien social, il y a les associations qui ont la parole tous les lundis d'ailleurs sur Sud Radio. Vous jouez un rôle souvent auprès des associations. Jérémy Piazière, qui est buraliste à Gravels dans l'Hérault. Le club de foot, de hand, etc. C'est important pour les buralistes, ils sont importants pour eux. Tout à fait. Aujourd'hui, les buralistes sont un lien social, que ce soit en ruralité, dans les quartiers ou même dans les plus gros centres-villes. Aujourd'hui, le buraliste apporte son soutien, qu'il soit financier via un système de sponsors pour sponsoriser. Avec le nom du bar tabac sur le maillot. Voilà, par avec exemple. un flocage. Ça peut être aussi l'association, le comité des fêtes locales, mais ça peut être aussi des associations comme Octobre Rose, où on peut vendre les parapluies au mois d'octobre rose à l'effigie de la lutte contre le cancer. Donc on voit aujourd'hui le buraliste, c'est avant tout un humain, un commerçant et qui cherche, oui, à faire du business parce qu'on est des commerçants avant tout, mais également avoir un lien particulier avec la clientèle. Comme je dis souvent, le buraliste, il a des clients, mais c'est pas spécialement des clients. C'est presque des patients ni de la parfois. famille, c'est pas de la famille, c'est pas des amis, mais on a un lien très particulier qui se lie, avec notre clientèle en tout cas. Et vous tissez des relations très étroites, forcément, avec les maires. Oui, bien sûr. On va à leur rencontre, que ce soit là où il y a un désert de commerce pour pouvoir redémarrer des créations de débit de tabac, accompagner
panier, mettons, d'une épicerie. On peut vendre du gaz, on peut tout faire. Le buraliste aujourd'hui peut s'adapter à tout. Après, tout à l'heure, quand on parlait, je reviens un petit peu sur la ruralité. La ruralité, ce n'est pas que dans les petites communes. Nous avons de la ruralité dans les grandes villes. Quand vous avez un commerce qui est dans un quartier éloigné d'un centre-ville, eh bien, automatiquement, il se trouve dans la ruralité. On en a discuté longuement pendant ces 2 jours avec tous les élus. On est là aujourd'hui donc pour les accompagner, pour voir de leur trouver une solution, une alternative pour leur commune. Eh ben, on en reparle dans un instant. On fait une petite pause. On est ensemble sur ce stand de la Confédération des buralistes et avec des buralistes jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On est là chez nos amis buralistes, la Confédération des buralistes de France, avec Jérémy Pézière qui est avec nous, buraliste à Grabel, Philippe Valentin, buraliste à la Seine-sur-Mer, et on a récupéré Philippe Coy, qui est le président national des buralistes de la Confédération des buralistes. Et on se demandait, Philippe Coy, justement revenir sur les campagnes de santé publique, la hausse des prix, les politiques anti-tabac, la diversification aujourd'hui est peut-être obligatoire. Qu'est-ce qui aujourd'hui pèse sur les buralistes fiscalement? Est-ce que les nouvelles taxes, ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui vous reste finalement? C'est quoi le reste à gagner, si je puis dire? Mais aujourd'hui, l'inquiétude, elle est surtout autour des projets de fiscalité, car certains parlementaires aujourd'hui ne pensent pas que le marché parallèle existe. Il y a eu une doctrine qui était la fiscalité comportementale. C'est un joli mot employé dans les grandes instances. Je qualifie ça plutôt de fiscalité punitive, parce qu'aujourd'hui l'enjeu de santé publique est complètement contourné. Au-delà du protectionnisme du réseau des buralistes, l'enjeu qui a été posé en 2003 par le premier plan santé, c'était d'éloigner les consommateurs de ce produit, le tabac nocif. D'ailleurs, les buralistes de France reconnaissent la nocivité du tabac. Je rappelle quand même que c'est un produit légal. Sauf que depuis 20 ans, nous avons été la proie d'une pression fiscale qui est, elle, punitive, qui a fait tout simplement que le consommateur a contourné la règle du bon sens de venir dans le réseau des buralistes, qui fait qu'aujourd'hui vous avez à peu près 40% du marché qui est dans la rue, à la main de la criminalité, à la main de l'insécurité. Et monsieur le maire qui était avec nous tout à l'heure pourrait en témoigner, bien évidemment, de cette insécurité du quotidien. Donc nous disons stop, le moratoire fiscal s'impose pour une logique de santé publique, s'impose pour une logique de recettes publiques. Au moment même où l'État cherche des milliards, nous en avons à peu près 3 ou 5 qui pourraient revenir dans les caisses de l'État si tout le tabac consommé sur notre territoire était vendu dans le réseau légal officiel des buralistes, que ce soit du tabac de contrefaçon ou d'importation, et bien évidemment pour soutenir ce commerce de proximité que nous incarnons, 23 000 entrepreneurs. C'est la nécessité de la cohérence de l'action publique. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous le défendrons encore. On va parler de la contrebande dans quelques minutes, mais les aides financières mises en place par l'État, fonds de transformation, soutien forfaitaire, est-ce qu'elles ont été suffisantes ou est-ce qu'elles sont suffisantes, Jérémy Pézière, pour contrecarrer les contraintes fiscales? Alors aujourd'hui, c'est vrai que le fonds de transformation, c'est une belle réussite pour la profession. On voit énormément de collègues qui se sont diversifiés parce qu'aujourd'hui, on essaye d'être de moins en moins dépendant, on va dire, de l'activité tabac, même si aujourd'hui l'activité tabac représente à peu près 60% de notre chiffre d'affaires, donc c'est pas négligeable. On a besoin de ce soutien pour se diversifier, pour aller chercher d'autres partenariats, d'autres services, d'autres produits, mais on a besoin également, comme l'a dit Philippe, d'un moratoire sur la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, le réseau ne peut plus absorber la moindre pression fiscale supplémentaire, en tout cas en France, parce qu'on est un pays frontalier et automatiquement, nos clients qui venaient dans nos établissements désertent nos établissements pour aller chercher la même marchandise, mais moins chère, au-delà de nos frontières. Et pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas toujours facile de dire, et en plus de très mauvaise qualité. Philippe Valentin, vous êtes avec nous, buraliste sur la Seine-sur-Mer. Aujourd'hui, il y a des idées reçues sur ce que rapporte le tabac aux buralistes. Tout le monde nous dit mais oui, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Pas tant que ça finalement. Non, on ne gagne pas tant que ça, parce qu'au-delà de ce qu'on gagne, souvent on a du personnel. Donc avec ce qu'on gagne, il faut payer notre personnel, il faut payer nos loyers, il faut payer nos charges, notre électricité qui explose. Voilà, donc aujourd'hui, certes,
on gagne de l'argent pour certains, on crée de l'emploi, Ouais. on crée de l'emploi avec cet argent, on crée des lieux de vie Du et du service. Ouais. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de honte quand on travaille à gagner de l'argent. Je crois qu'il y avait un président de la République qui disait travailler plus pour gagner plus. Oui. Nous faisons 10-12 heures par jour, 6 jours, voire 7 sur 7. Quand on nous reproche de gagner de l'argent en travaillant, c'est quand même fort de café, si je peux dire ainsi. Donc, la diversité, l'évolution du métier, cette transformation, ce n'est pas pour rien que nous sommes au 106e congrès des maires. C'est pour parler service, proximité, avenir, transformation. Ce petit pas de côté à travers l'offre nicotinée que nous portons dans un réseau réglementé. Alors il y a une chose importante, vous êtes tous les deux en zone frontalière, pas très loin. Vous êtes à l'Escar, donc c'est la banlieue de Pau. Vous êtes à Grabel, pas très loin de Béziers. Là, c'est quand même un peu plus loin pour aller en Espagne, mais au moins il y a l'autoroute, alors que là, il n'y a pas l'autoroute. Est-ce que les buralistes de zone frontalière sont en danger ? Alors ils sont exposés bien évidemment, mais malheureusement, je le dis depuis une dizaine d'années, les Pyrénées-Atlantiques, le département de l'Hérault, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, on est des départements physiquement frontaliers. Mais grâce ou à cause de ce marché prolifère du tabac illicite, tout le monde est frontalier, qu'on soit dans les Côtes-d'Armor, qu'on soit dans le Finistère, qu'on soit en Lozère, c'est partout, grâce c'est dans les villes ou à maintenant. cause des réseaux sociaux, de la mafia qui s'est emparée de cette distribution, il n'y a pas de zone protégée, il n'y a pas de zone qui est épargnée aujourd'hui par le marché parallèle. Il suffit de regarder un chiffre très explicite. Pendant la période Covid, les frontières ont été fermées. Il n'y avait pas possibilité d'aller de l'autre côté sur les pays limitrophes. Il n'y avait pas possibilité de se faire livrer du tabac par la poste ou par un VPCiste parce qu'il n'y avait plus de mobilité. Eh bien, tous les départements de France ont à minima augmenté leur vente de tabac de 20 à 40, 70% pour certains d'entre eux. Cela prouve bien que l'ensemble du territoire est aujourd'hui gangréné par le marché parallèle parce qu'il s'est structuré. Frontalier, tous les buralistes de France sont aujourd'hui frontaliers. Éric Broccardi, vous qui êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, quel regard vous portez justement à ce commerce de proximité qui finalement est un lieu de convivialité et de vie? Je pense que de toute façon aujourd'hui, quand on s'inscrit aujourd'hui avec un partenariat avec la Confédération des buralistes qui est sur le Tour de France, qui est au sujet de toutes les actions du quotidien en termes de prévention incendie, on s'y retrouve pleinement dans les mots qu'a évoqué le président Philippe Coq, parce que aujourd'hui, nous, notre sens, c'est la transformation justement, et il ouvre la voie justement à cette capacité à pouvoir se réinventer, et non pas de manière farfelue, mais de manière très construite, précise, dans l'intérêt en fait de tous, que ce soit aussi bien des commerçants qu'aussi bien des concitoyens. Nous, en fait, c'est le même regard aujourd'hui qu'on projette, et malheureusement, il m'a donné un peu son virus, c'est-à-dire qu'en gros, il faut aller voir plus loin. Il faut aller voir plus loin parce que en fait, mettre un masque. En fait, on travaille tout au long de l'année ensemble, et forcément, à un moment donné, quand les planètes s'alignent et que les idées sont en face, et forcément, on s'en inspire aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le sujet aussi très juste de se dire qu'est-ce qu'on va rendre service aujourd'hui aux concitoyens, parce que c'est ça l'intérêt, de redonner du sens à son service de proximité, parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est de l'utilité à son métier. Non seulement c'est l'utilité, mais c'est aussi donner un autre regard sur ce que l'on fait, et pas forcément quelque chose d'austère, pas forcément quelque chose qui soit nocif, mais surtout quelque chose qui donne service. Et aujourd'hui, je crois que les gens qui sont dans l'isolement, c'est parce qu'ils n'ont plus ces services-là dans des sociétés aujourd'hui où tout est dénaturé, où vous arrivez dans une banque, malheureusement, vous devez faire des guichets, vous n'avez plus un contact humain, et quand vous dites que vous avez le dernier rempart du service de proximité, nous aussi, nous sommes le dernier rempart en termes de secours. Nous aussi, nous évoquons ces sujets de transformation. Nous aussi, nous rencontrons aussi des difficultés, mais pour autant, on ne doit pas se laisser forcément abattre, et c'est à nous de repenser et de travailler notre logiciel interne. Vous restez avec nous, on va faire une petite pause et on ira justement sur cette évolution. Non, pas du tout. Je disais sur la contrefaçon, sur finalement la concurrence déloyale qui ne passe pas que par la contrefaçon, mais aussi par le digital et le numérique. On en parle dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. En direct du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables.
Et les vraies voix responsables avec Laurence Proust qui est avec nous, buraliste de la Sablé-sur-Sarthe, Jérémy Pézière, buraliste à Grabel, Philippe Valentin, buraliste à la Seine-sur-Mer et Éric Brocardier, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et bien entendu, on parle de ce manque à gagner, en tout cas pour les buralistes, et de la contrebande, de la contrefaçon et des produits dérivés aujourd'hui. On va voir ça avec vous, pardon, j'ai pas encore les noms en tête, Philippe Valentin, justement sur cette contrebande, contrefaçon qui aujourd'hui on dit que 43% en tout cas des cigarettes vendues viennent de la contrefaçon en France. Oui, tout à fait, contrefaçon. Aujourd'hui il y a des usines clandestines qui sont démantelées sur le territoire français. Donc ce qu'il n'y avait pas à l'époque il y a quelques années, le Covid étant passé par là, les réseaux mafieux se sont réorganisés. On ne pouvait plus faire entrer les produits, on les fait sur place. Aujourd'hui, on en est là. Laurence Proust, il y a une chose importante quand même. Le tabac qu'on trouve dans la vente à la sauvette, c'est du tabac fabriqué par des mafias, de la contrebande. Il y a même le terrorisme qui a travaillé avec quand même pour sensibiliser les gens qui nous écoutent. Ils se sont servis de la contrebande pour se financer. Pour financer le terrorisme, c'est ça. Alors, il faut savoir... Attendez, on embrasse les éboueurs qui font leur travail, c'est bien de le dire. Mais voilà. Ça fait un peu de bruit dans les micros. Allez-y, Laurence. Alors, il faut vraiment spécifier qu'il y a quand même eu 11 usines clandestines qui ont été découvertes cette année. 11 usines, oui. Sur le territoire français. Alors, non, au niveau Europe. D'accord. Il faut savoir que ces usines clandestines, ce n'est pas du vrai tabac, entre guillemets. C'est évidemment des cigarettes qui sont à base d'excréments, de sueur de bois, de caoutchouc, bref, tout contre la santé publique. Et je dirais que ce n'est pas en augmentant le prix du tabac que justement on va avoir une baisse. Alors du tabac, non, ça c'est certes, parce que justement, comme on est face à la conjoncture actuelle, que font les gens? Les gens vont vers un paquet de cigarettes beaucoup moins cher, un paquet de contrefaçon qui n'a rien à voir avec du tabac. Et malheureusement... Et qui est beaucoup plus nocif que la cigarette classique. Complètement. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est, je dirais, le comble de tout ça, c'est que ça profite à tout ce qui est mafieux. Et là, ce n'est pas en termes de sécurité, ça engendre vraiment des problématiques très importantes. Jérémy Pézière, vous vouliez réagir, je sens que vous avez envie de réagir. Sur ce sujet-là, sur la ville de Montpellier, on mène également de belles actions. On a signé une convention sécurité avec le préfet de l'Hérault qui est assez actif sur tous ces sujets-là. L'année dernière, c'était 83 fermetures administratives rien que sur le département de l'Hérault. C'est assez exceptionnel au niveau de la France. Oui, mais c'est un jour sans fin, en fait. Alors, oui, c'est un jour sans fin. Mais déjà, on voit que les pouvoirs publics commencent à s'intéresser à ce problème, parce que derrière le trafic de tabac, il y a le trafic de stupes, travail dissimulé, blanchiment d'argent dans les épiceries de nuit et, comme vous l'avez souligné, financement du terrorisme. Donc il faut vraiment que les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet et qu'on arrive à éradiquer ce problème. Et comme dirait Laurent, c'est un vrai problème de santé publique. Philippe. Quand on voit certains endroits, je vais prendre à Paris, du côté de Stalingrad, à Marseille, du côté du Cours-Lieutot, à Toulouse, voyons, on fait le tour de France, du côté d'Arnaud Bernard, on voit régulièrement des étals avec toutes les marques de cigarettes. Alors peut-être que dans l'Hérault, on fait le taf, vous me passerez l'expression, pour lutter contre ça. Est-ce que, Philippe Valentin, c'est le cas partout? Alors, il y en a du côté de la Seine-sur-Mer, Toulon? Pas comme vous êtes en train de le dire. C'est pas très loin, à Marseille aussi. Alors après, c'est à la marge, c'est des quartiers. Alors après, des quartiers sur Paris, aux sorties de métro, ici, on le vit tous les jours. Alors je dirais que la douane, que la police, que la gendarmerie, que les préfets font leur maximum. Mais vous savez que quand on coupe la tête d'un côté, ça repousse de l'autre. Oui. Donc aujourd'hui, c'était compliqué. Voilà, il y a du trafic partout. Moi, dans le Var, on est à 1h30 de la frontière italienne. Et pas que. D'accord, puisque après on a la frontière maritime où il arrive tous ces bateaux de tous les pays du Maghreb, pour pas les citer, qui arrivent et qui déferlent leurs produits. On les voit quand ils arrivent de vacances. Quand ils rentrent de vacances, on va passer 10-15 jours sans travailler et on voit des paquets de couleurs dans nos établissements. Ils viennent plus que pour prendre un café et plus pour acheter du tabac. Voilà, et tout cela dessert la procession. Je rajouterai une chose, si je peux me permettre.
tant que les peines ne seront pas exemplaires par rapport aux trafiquants, on n'arrivera pas non plus à se sortir de ce trafic. Quand vous voyez au Mans une fermeture d'une épicerie, une fermeture administrative d'une épicerie, quelle a été l'amende? 500 €. Ouais, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et là, justement, il faut absolument qu'au niveau justice, qu'on essaye de remettre les choses et que ces peines soient exemplaires, parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça profite aux réseaux mafieux, et si ça profite aux réseaux mafieux, il faut aussi que les peines soient exemplaires. Je reviens sur ce qu'a dit la ministre de la Santé Geneviève Darrieussecq sur le 30 octobre dernier. C'était sur ces nouvelles façons de fumer, là, les pushs, en fait, où vous avez du tabac à l'intérieur, ou en tout cas de la nicotine, c'est ça à l'intérieur, et ce qui permet aux jeunes, pendant les cours même, de sniffer un peu de nicotine. On va l'interdire en France, soyons clairs. Jérémy Pézière, mais non en fait, parce que la digitalisation fait aujourd'hui qu'on peut acheter tout sur Internet. On a été assez surpris, la profession, de cette annonce assez surprenante, surtout que la profession travaille vers une réglementation et un encadrement de la nicotine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. À savoir, ces sachets contiennent exclusivement de la nicotine, pas de tabac, donc du coup tout le monde peut en vendre, que ce soit les buralistes, les magasins Jiffy, GMS et Internet également. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, arrêtons d'interdire. Parce qu'on voit l'interdiction, si ça marchait en France, il n'y aurait pas ce trafic de stupes. Comme la prohibition il y a un siècle aux États-Unis, quelque part. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut réglementer la nicotine. Il faut, pourquoi pas, fiscaliser un petit peu la nicotine et surtout l'encadrer dans un réseau bien identifié qu'est le réseau responsable des buralistes de France. Vous pensez pareil? Oui, c'est pareil, c'est sur l'achat des puffs par exemple, où là encore on a un problème finalement important de dire que ce ne sont pas les mêmes normes, ce ne sont pas des normes européennes. On a vu plein de gens être brûlés en fumant des puffs ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle. Là aussi il y a un vrai souci. Oui, mais de toute façon il y a des soucis partout, sur tous ces produits émergents qui arrivent aujourd'hui. Et comme le disait à juste titre Jérémy, arrêtons d'interdire. On sait qu'interdire dans tous les pays du monde, ça ne fonctionne pas. Et on en parlait, la prohibition, à l'époque. On n'a jamais consommé autant d'alcool aux USA que sous la prohibition. Voilà. Et là, on en est là. Il faut faire une réglementation, d'accord, et qu'on puisse travailler ces produits. Voilà. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, un dernier point, on est dans un pays où on a un libre-échange au niveau international et européen. Un produit qu'on va interdire en France, on n'arrivera jamais à l'interdire sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc à quoi ça sert ? Et là, je me retourne vers Laurence Proust, c'est pareil. Est-ce que là, il faut incriminer les consommateurs, comme certains le demandent pour la drogue? Eh bien, tout à fait. Engager leur responsabilité? Voilà, tout à fait. Et je dirais que interdire aussi ces produits, ça va être encore un autre fléau de marché parallèle qui va se mettre en place et on va avoir un autre trafic. Voilà. Donc, plus on interdit ces produits, plus on a justement des réseaux qui s'organisent. Absolument. Voilà. On va en parler, mais on posera la question tout à l'heure à Éric Brocardi dans quelques instants. On fait une petite pause. Je vais voir le monsieur sur son chariot et je reviens dans un instant. C'est pas le seul, ils sont plusieurs. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et avec Philippe David, on est là depuis 17h, un peu plus tôt, mais en direct à l'antenne depuis 17h sur ce magnifique stand très convivial de la Confédération des buralistes de France et pour qui lutte aussi contre la dévitalisation des centres et des bourgs et la raréfaction aussi des services de proximité. On en parle avec Laurence Proust qui est avec nous, buraliste à Sablé-sur-Sarthe, Jérémy Pézière, buraliste à Grabel et Philippe Valentin, buraliste à la Seine-sur-Mer. Éric Brocardi,
porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Avec ce petit mot d'Éric Brocardi et l'importance pour vous de cette relation avec les buralistes aujourd'hui. On parle de raréfaction finalement des centres-villes, de moins en moins de centres-villes, de moins en moins de commerces, mais toujours un besoin aussi important des citoyens et des secours. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette raréfaction aujourd'hui signifie parfois une perte de repères, une perte de sens aussi, une perte d'intérêt d'être attractif dans les villes et les villages de France. Et c'est vrai que parfois les casernes souffrent, on va dire, de cette raréfaction des services aussi. Il faut en parler. Je vous donne un exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui les urgences sont de plus en plus éloignées des centres de secours. Il faut parfois 4 heures pour une ambulance, pour acheminer une personne, la faire revenir avec le temps d'attente au niveau des urgences. Donc ça veut dire que là aussi, on est dans un problème aussi quasiment systémique où aujourd'hui, on a tendance à vouloir centraliser en dehors des villes, on a tendance à vouloir se préoccuper effectivement de la centralisation des besoins, alors qu'on en oublie que derrière il y a des impacts sur justement le temps d'intervention. On en oublie aussi que le temps d'intervention est la disponibilité, et pour les pompiers volontaires qui font 80% de nos effectifs, la disponibilité c'est de l'or. C'est parce qu'aujourd'hui ils quittent leur travail pour aller faire l'intervention, ils quittent leur domicile pour aller faire leur intervention, donc on ne peut pas se permettre à un moment donné de gaspiller cela parce qu'on n'a pas repensé, on va dire, la culture du service public. Et aujourd'hui ce sujet, il est très prégnant chez nous parce qu'il y a aussi un sujet de disparition des centres de secours, de raréfaction et donc forcément de mutualisation des moyens. Et quand vous discutez avec des chefs de centre dans les villes et villages de France, j'étais le week-end dernier dans l'Aveyron, et où en fait j'avais un chef de centre devant moi qui me disait mais moi le centre de secours c'est ma vie, et si demain on lui enlève ce centre de secours, c'est aussi une partie du village qui meurt, et l'implication des volontaires dans ce système, on va dire, de contribution à la société. Et justement, vous êtes un peu couteau suisse, vous, parce qu'on vous demande plein de choses. Les buralistes aussi sont un peu couteau suisse, Laurence Proust. C'est-à-dire que vous savez tout faire finalement. Beaucoup de choses en tout cas. Alors, couteau sartoise, vous êtes de Sablé-sur-Sarthe. Ouais. Il faut savoir tout faire chez les buralistes. Alors on a différents services. Effectivement, on doit être commerce d'utilité locale avec toutes les offres. On a les offres au niveau, je dirais, un peu plus digital, comme le paiement de proximité, les paiements des amendes, les paiements... j'aime pas beaucoup ça, moi. Non, mais... Paiement des impôts aussi. Oui. Voilà. Taxe d'habitation. Ouh là là, j'aime pas. Non, elle a été supprimée. La foncière. Taxe foncière, oui, excusez-moi. Non, pas pour les résidences secondaires. C'est vrai. Ah oui. Ah bah oui. Je dis pas ça pour moi, je dis pour des gens que je connais. Allez, on y va. Voilà. Et comme on a justement les trésoreries malheureusement qui ont fermé, il fallait bien prendre le relais. Oui. Donc nous, buralistes, on s'est positionnés et on s'est dit c'est aussi un service pour nous puisqu'on est préposé de l'État. Donc effectivement, on a justement les PVA, les paiements des amendes, ce qui veut... ça veut dire, je vous coupe, ça veut dire que vous avez aussi une pédagogie parce qu'il y a une majorité de la population qui n'est pas très à l'aise avec le digital, qui a du mal, voilà, et j'imagine que vous êtes ce relais de soutien et pour les aider aussi. Alors, tout à fait. Alors, je dirais qu'au sein de la Confédération, on a un atelier qui s'appelle digitalisation et numérisation, qui est avant tout, dans un premier temps, pour aider les buralistes par rapport au digital. C'est ça. Le digital, c'est quand même quelque chose, c'est dans l'air du temps, il faut être à l'aise et c'est aussi un moyen pour développer son business. On a Google My Business et c'est aussi une porte d'entrée pour justement faire son commerce. Jérémy Plaisir. Pour réagir à ma collègue Laurence, on se sert, nous, dans nos débits de digitalisation pour offrir des services aux personnes qui ne peuvent pas et qui n'ont pas accès à la digitalisation. Oui, c'est ça aujourd'hui la force de notre réseau. Quand même qu'il y a encore une France blanche. Hein. Bien sûr, et ça on l'a remarqué pendant la période de Covid, où on était le seul commerce ouvert dans nos villages et dans certains quartiers, et où on distribuait en fait des attestations de sortie. Et c'est là où on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients n'avaient même pas une imprimante à la maison ou de consommables pour pouvoir
pouvoir imprimer ou même d'ordinateur ou de connexion Internet. Donc aujourd'hui, dans le réseau des buralistes, on utilise la digitalisation pour pouvoir permettre à nos clients qui n'ont pas l'accès à la digitalisation de pouvoir faire certains actes pour eux. Philippe Valentin, pardon. On comprend justement pas. Allez-y, Philippe. Il y a aussi quelque chose que vous faites, ouvre les amendes et les impôts. Vous faites également banquier aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de villages qui n'ont plus d'agence bancaire, pas de distributeur de billets. Et là, vous êtes là pour prendre le relais. Oui, on est là pour prendre le relais. Alors la Confédération a fait un partenariat avec l'OMIS pour avoir des distributeurs, pour avoir des fonds chez les buralistes. Alors avec une proposition pour les élus pour pouvoir le mettre en place, et pas que. Les buralistes aussi peuvent faire du cashback. Pour ceux qui connaissent le cashback, vous faites une carte lors d'un achat, on peut vous donner une certaine somme plafonnée à 60 €, voilà, avec une petite commission. Aujourd'hui, nous avons le compte nickel pour certains de nos collègues buralistes qui en sont équipés, où on peut faire du retrait et du dépôt d'argent chez buralistes. Et c'est tout ça la digitalisation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous demande d'autre comme service? Est-ce qu'il y a des services à l'avenir où on se dit ça, ce serait intéressant aussi? Parce que c'est quand même très très large ce que vous apportez aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Alors, on imagine beaucoup de choses, mais on se dit aujourd'hui que, et on le voit au Salon des maires aujourd'hui, beaucoup de maires, dans certaines communes, il ne reste que le buraliste. Donc on va pouvoir leur proposer une multitude de nouveaux services. Le service bancaire est une solution, parce qu'on voit que les banques aujourd'hui se désengagent de la distribution, on va dire, d'espèces dans notre pays, mais ça peut aller sur par exemple, pour soutenir nos agriculteurs, et c'est très tendance aujourd'hui, pourquoi pas faire des relais de producteurs, par exemple. Génial, on fait déjà relais colis qui ressemble un peu à ça, mais aujourd'hui on pourrait jouer aussi sur la localité avec nos agriculteurs locaux. Voilà, sur les circuits courts. Vous travaillez sur un atelier numérique en ce moment, alors dans quel axe ça se développe aussi? Comment on gère un atelier numérique quand on est buraliste? Alors nous, notre rôle, justement, j'en parlais tout à l'heure, qui est complètement différent du numérique dans le commerce. Nous, l'atelier numérique et digitalisation de la Confédération sert justement à former nos buralistes par rapport aux nouvelles méthodes de la digitalisation. La digitalisation, c'est quelque chose qui prend une ampleur bouleversante dans le monde du commerce. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, rien qu'à l'école ou dans d'autres lieux. Et justement, il faut être à la fois efficace dans la digitalisation, à la fois méfiant, parce qu'on a énormément d'arnaques au niveau de la digitalisation. Donc nous, notre rôle au niveau de la Confédération, c'est justement dans un premier temps, de former nos présidents justement à pouvoir élargir leur chiffre d'affaires par rapport à la digitalisation. C'est quoi? C'est des formations que vous faites comment elles viennent, ces formations? Alors, on se réunit, on a un groupe de travail, on est à peu près 8 présidents, comme là, au niveau de l'atelier. On est à peu près 8 présidents et on se dit quelles sont les choses les plus importantes que nous devons apporter à nos buralistes par rapport à la digitalisation. Un exemple concret, je vous coupe, la digitalisation aujourd'hui, c'est permettre aux buralistes de pouvoir par exemple créer sa page Google My Business. Aujourd'hui, Google My Business, pour un commerçant, c'est les pages jaunes qu'on a connu il y a quelques années. Ça, donc d'où l'utilité, on remarque aujourd'hui. Vous d'expliquer effectivement tout ce que les produits qu'on référence, nos horaires d'ouverture, le mail, le numéro de téléphone. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la base des commerces. Il faut qu'on soit au moins performant sur ce support-là, sans citer de marque. Mais bon, c'est une question. Et vous avez des latitudes de pouvoir faire en fonction de vos situations géographiques, de faire des partenariats, par exemple avec des maraîchers, ce que vous disiez tout à l'heure, ou des agriculteurs. Est-ce que vous avez cette liberté-là, si vous en avez la possibilité?
possibilités. Bien sûr, après on peut avoir divers partenariats pour les circuits courts, que ce soit. Alors après c'est en fonction de là où est situé le buraliste, et c'est en fonction de la demande. Après, et pas que, puisque on a des relais postes, on vend aussi des titres de transport, tout transport aussi. Voilà, je préfère aux impôts. Hein, je vous le dis. Voilà, donc on peut tout faire. Merci beaucoup Philippe Valentin, buraliste à la Seine-sur-Mer. Jérémy Pézière qui est à Grabel dans l'Hérault. Laurence Proust était avec nous à Sablé-sur-Sarthe. Merci beaucoup. Et Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup Éric. Et merci Philippe David. Merci Cécile de Vénibus. Alors tout de suite, Sud Radio à votre service, mais à 20h dans les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio et son équipe. Un invité exceptionnel. Allez Louis, allez mon petit bonhomme, 21 juin 86, le tir au but vainqueur à Guadalajara contre le Brésil. Il y aura Luis Fernandez sur Sud Radio dans les vraies voix du foot. Qu'on adore, et nous on se retrouve demain à 17h. Passez une belle soirée, salut.